Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous comme chaque midi au 39-21. Voici les sujets du jour et d'abord vos vacances. Le salon Top Reza, salon des professionnels du tourisme, se termine à Paris. Vous êtes parti dans un pays inattendu en vacances, comme l'Iran par exemple dont on parlait tout à l'heure. Racontez-nous ça au 39-21. Mais avant cela, Jean-Michel, 22 mesures annoncées ce matin par Manuel Valls pour la sécurité routière. 500 radars supplémentaires vont être installés dans les 3 ans. 500 radars mais aussi 10 000 faux radars, 10 000 leurres sur le bord des routes. Ça, c'est la nouveauté, effectivement, 10 000 leurres. Bonjour Emilien. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous nous appelez de l'Aventie, dans le Pas-de-Calais. C'est ça, tout à fait. Vous exercez une profession qui vous amène à beaucoup rouler, vous êtes commercial. Vous faites combien de kilomètres par an, Emilien ? Je fais à peu près 80 000 km par an. Vous avez vos 12 points vous avez vos 12 points sur votre permis de conduire ? Hélas non, j'ai plus mes 12 points sur mon permis de conduire actuellement. Pour une raison très simple, c'est que quand on fait 80 000 km par an, on est beaucoup plus sujet à perdre des points sur son permis de conduire que lorsqu'on en fait 10 ou 13 000, ce qui est à peu près la moyenne en France. Et ces points que vous avez perdus, Emilien, c'est à cause d'excès de vitesse ? Alors, excès de vitesse, oui, ça peut être une cause, ça m'est arrivé, étant donné que de toute façon, les limitations n'arrêtent pas de changer, on passe à 130, 110, 90, et bizarrement, les radars sont toujours bien placés à ce niveau-là, mais pas seulement, ça peut être un stop légèrement mordu dans un endroit piégeux, ça peut être un radar au feu rouge, donc les causes de perte de points sont multiples. Et vous, évidemment, dans votre métier, quand vous perdez des points, c'est un problème. Vous trouvez qu'il y a trop de radars ? Alors oui, tout à fait. Je trouve qu'il y a trop de radars, trop de répression au niveau de la sécurité routière. Aujourd'hui, les chiffres ne font que baisser depuis 4 ans. Et malgré tout, on continue à sévériser la chose. Faut savoir que le gros drame derrière, c'est qu'il y a des gens qui vont finir par aller travailler sans permis et donc sans assurance et donc sans couverture. Et ça, on n'en parle pas assez. Et notamment au niveau des radars, moi, ce qui m'agace d'autant plus, c'est que les radars ne sont pas forcément placés dans les zones dangereuses ou les zones accidentogènes, mais que les radars sont surtout placés là où on peut piéger les gens et là où on peut ramasser de l'argent. On va dire qu'ils sont placés aux deux endroits. Parfois, ils sont placés dans des zones où il y a eu des accidents. Et puis parfois, on a l'impression effectivement que ce qui est recherché, c'est l'infraction pour garnir les caisses. Il y a quand même eu une augmentation du nombre des morts l'année dernière. Donc la sécurité routière s'est accrue pendant une dizaine d'années, puis là on constate une recrudescence, et là c'est des accidents souvent mortels, graves, donc c'est pour ça qu'on est aussi sensibilisé sur ce conseil interministériel de la sécurité routière. J'entends bien, mais je pense qu'il y a des mesures qui pourraient être prises et qui seraient bien plus efficaces, comme des panneaux digitales qui pourraient nous donner des informations en temps réel. Ce genre de choses, on n'entend jamais parler, alors que pourtant, alors certes, ça coûterait un peu d'argent, contrairement aux radars qui, eux, savent en gagner, mais en attendant, ça serait beaucoup plus efficace en termes de sécurité routière. On pourrait adapter les limitations de vitesse en fonction des conditions météo et en fonction des conditions de circulation et de trafic. Et ce genre de choses, bizarrement, comme ça, ne rapportent pas d'argent, mais que ça en coûte, on n'en entend pas parler. Et d'un mot, Emilien, les faux radars, vous en pensez quoi ? Écoutez, pour le coup, c'est pas plus mal. Si ça peut permettre de faire ralentir les gens encore une fois dans les zones accidentogènes, pourquoi pas. Et au moins, ça a un effet pédagogique et non plus un effet pervers qui cherche à récupérer des impôts supplémentaires et à faire perdre le travail de ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler, tout simplement. Parce qu'effectivement, la bonne nouvelle avec les faux radars, c'est que là, au moins, on n'aura pas de PV. Merci Emilien d'avoir appelé le 39-21. Et bonne route à vous. Faites attention quand même aux limitations de vitesse. Maxime. Un message avec le hashtag E1midi sur Twitter, message d'Aurélien Fautrel qui nous dit: une fois que les automobilistes auront trouvé les radars factices, ils appuieront sur le champignon. Ah oui, ça c'est sûr que si on en met un vrai à l'entrée d'un village et un faux à la sortie, on aura assez vite repéré lequel est le vrai, lequel est le faux. Bonjour Mohamed. Bonjour. Vous nous appelez de Saint-Louis dans le Haut-Rhin. C'est ça. Et votre appel nous a intéressés parce que vous roulez beaucoup en Suisse. Exactement. Alors il y a beaucoup de radars en Suisse ? Il y a énormément de radars et la législation elle est beaucoup plus restrictive qu'en France. J'ai entendu l'interlocuteur précédent. Emilien. Emilien, voilà. On fait le même métier, je suis aussi commercial. D'accord. Par contre en Suisse, au niveau ils sont en tolérance zéro. C'est-à-dire qu'il y a des radars, on peut en trouver tous les 50 mètres sur certains tronçons, mais on prévient pas. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas. Donc, et eux, c'est 1 km/h. Ah oui. 1 km/h, ils vous flashent. Ah, tout de suite verbalisé. Tout de suite. On peut calculer le montant. On sait qu'à partir de 1 km/h au-dessus, c'est 10 francs suisses. Après, ça peut être 20 francs. Après, ça peut être 30 francs. Et quand ils estiment que c'est un délit, oui. avant de vous calculer le montant de votre amende, ils vont vous demander votre déclaration de revenus.
Ah bon? Pour que pour que, on va dire tout simplement, pour que quelqu'un qui gagne 10 ou 15 000 euros, Oui. il se retrouve avec une amende de 130 euros au niveau de son portefeuille, ça va pas lui être au niveau C'est de la proportionnel au revenu, l'amende. Exactement. Donc, c'est-à-dire d'accord. que là, eux, automatiquement, si vous avez... Il s'est passé une fois, je crois qu'il y avait quelqu'un, il lui avait demandé 150 000 francs suisses parce qu'il avait été flashé à 80 km/h au-dessus de la limitation. Mais il avait un revenu, je crois, d'1 million à l'année. Ah, très bien. Ils sont bien, les Suisses. Pour les impôts, ils font l'inverse. Plus vous avez d'argent, moins vous payez d'impôts. Et pour les amendes, si vous avez de l'argent, vous payez très cher. Ils sont pas mal, les Suisses. Et la petite nuance par rapport à la France, là où je les trouve plus pédagogues, c'est-à-dire que si maintenant vous arrivez à prouver que votre permis est indispensable pour travailler, et qu'il vous a été suspendu, ils vous font une autorisation de l'utiliser au créneau par rapport aux fonctions que vous avez besoin. Si vous travaillez de 7h à 14h, ils vont vous laisser utiliser votre permis de 7h à 14h. Mais si vous êtes contrôlé en dehors de ces horaires-là, là, vous êtes de nouveau verbalisé et cette autorisation peut être suspendue, vous allez perdre votre travail. D'accord. Donc, vous avez l'impression, Mohamed, qu'ils sont un peu plus intelligents que les Français, les Suisses. Mais ils sont plus intelligents dans le sens où moi, quand je roule en France, je fais un peu moins attention à la vitesse sur laquelle je roule, alors que quand je suis en Suisse, le régulateur est, on va dire, est mis en route et est légèrement en dessous, pour pas être surpris. Voilà. Alors qu'en France, on est un peu plus, on connaît les radars, on sait où ils sont. Même les radars mobiles où la police se positionne, au bout d'un certain temps, comme quelqu'un comme moi qui fait énormément de route, sait où elle est, donc on se dit, bon ben voilà, là c'est une zone à risque, on va ralentir. Alors qu'en Suisse, ils ont même des radars de ville qui le déplacent sur roulette. Ah oui. C'est-à-dire, vous venez le matin, vous l'avez sur un côté du trottoir, vous revenez le soir, il est en face. Dis donc, c'est élaboré chez les Suisses. En tout Exactement. Cas, merci Mohamed d'avoir appelé le 3921 pour nous livrer votre témoignage sur les conditions de la sécurité, de l'exercice de la sécurité routière en Suisse. Maxime ? Oui, on parle beaucoup de vitesse depuis le début de cette conversation, mais il y a aussi l'alcool. Et Fred Gachet sur Twitter nous dit avec le hashtag E1midi, l'alcool est responsable d'une bonne partie des morts sur la route. En 60 000 km par an, 0 contrôle d'alcool pour moi. Logique ? Point d'interrogation. Peut-être pas tout à fait logique en tout cas. Merci pour votre témoignage. Bonjour Philippe. Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Moi aussi. Vous nous appelez de Laval, c'est ça ? Voilà, exactement. Vous êtes motard, vous ? Pour ma part, je suis motard. Voilà. Donc, port des gants obligatoire, contrôle technique pour les deux roues, ce sont des mesures utiles d'après vous, Philippe ? Port de la tenue, je suis tout à fait d'accord, car ça se fait déjà en Allemagne, et quand je vois de mes collègues faire de la moto en t-shirt et puis main nue, ça me fait toujours sourire. Ouais, quelquefois, quand on voit ça, on a un peu mal pour eux, ou peur pour eux plutôt. Ouais. Peur pour eux plutôt. Moi aussi, j'ai fait de la moto sans gants, j'aurais jamais imaginé faire de la moto. J'aurais jamais imaginé, moi non plus. Le contrôle technique, tant qu'il se situe lors de la vente de la moto, je suis d'accord. Sinon, je suis par principe fondamentalement contre, dans la mesure où un motard a besoin d'avoir une moto en parfait état de marche pour circuler. Je fais à peu près 10 000 km par an, ce qui est peu, et je ne peux pas me permettre d'avoir une moto qui a un problème technique ou des pneus lisses, etc. Donc, on a une relation fusionnelle avec notre moto, et j'imagine, je présume qu'un motard est beaucoup plus à cheval sur l'état de sa mécanique qu'un automobiliste, par exemple. C'est pour ça que lors d'une vente, je suis d'accord. Lors tous les 2 ans, je suis absolument pas d'accord. Le problème des motards, c'est que assez souvent, les véhicules peuvent faire des mouvements sur la route sans prendre en compte un motard qui arrive derrière eux, qui va assez vite. Il y a 20% parmi les morts, il y a 20% de motards, ce qui est beaucoup tout de même. Il y a, je pense, une carence du côté de la formation des motards, des automobilistes, dans la mesure où dans les auto-écoles, on devrait apprendre ou tout au moins attirer un petit peu plus l'attention des gens. Moi-même, quand j'ai passé mon permis de conduire, identifier un motard sur la route, ça n'a jamais fait partie du cursus et ça devrait le faire. Oui, on va dire que c'est important quand vous roulez en voiture. Pensez toujours qu'un motard arrive assez vite sur vous et qu'un petit mouvement avec la voiture, ça peut le mettre en danger. Hélas, le motard, ensuite, il n'a pas de carrosserie pour le protéger et ça peut faire très très mal. Voilà. C'était une solidarité de motard, Philippe, qui me faisait dire ça. Par contre, j'aurais voulu aborder un point qui n'est pas abordé. Rapidement. Rapidement, bien sûr. Il y a un côté répression, on en pense qu'on en veut. Moi, je fais avec, j'ai encore tous mes points, ça va très bien. Par contre, je constate simplement qu'on a le droit d'acheter en France une Porsche de 300, de 400, de 500 chevaux à partir du moment qu'on en a les moyens et qu'on n'a pas la possibilité en France d'acheter une moto en puissance libre et qu'en France, on est contingenté à 100 chevaux, ce qui est tout à fait mon cas. Par contre, le prix de la moto, il est exactement le même que dans les pays voisins, sauf que j'ai, pour ma part,
90 chevaux en moins sur ma moto. Donc si on met un contrôle technique, pourquoi pas? Si on met de la répression, pourquoi pas? Parce qu'après tout, la sécurité, c'est quelque chose de très important. Qu'on ait le droit d'avoir des motos. On achète bien des voitures en puissance libre. Les motos, on devrait être en puissance libre. Bon, on se penchera sur ce problème à un autre moment dans Europe Midi. Merci Philippe d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 et nous poursuivons ce dialogue dans un petit instant. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous allons parler avec vous au 39-21 de vos futures vacances. Le salon Top Reza, salon pour les professionnels du tourisme, se termine à Paris. Nous allons donc parler de ces destinations, soit qui émergent complètement, soit qui reviennent. Et c'est notamment, par exemple, le cas de l'Égypte, Jean-Michel. Absolument, nous en parlons avec Jean-François Rial, PDG des Voyageurs du Monde, qui est resté avec nous. Bonjour Joseph. Oui, bonjour. Donc vous habitez à Palaiseau. Oui, c'est ça. Et vous projetez un voyage en Égypte. Voilà, on projette de faire une croisière sur le Nil. Oui. Et je me posais la question de savoir si c'était une bonne idée au niveau de la sécurité. Alors Jean-François Rial, bonne idée, mauvaise idée? C'est une fantastique idée. Vous le dites avec un enthousiasme? Je le dis avec très fort enthousiasme. J'y suis allé il y a encore pas très longtemps avec mes propres enfants et si j'étais un fou furieux, je n'irais pas dans cette zone. Aujourd'hui, sur la vallée du Nil, il est extrêmement urgent de ne pas être un islamiste. Parce que les populations de la vallée du Nil ne les supportent pas. Ils leur font la chasse. Parce qu'évidemment, ils ne vivent essentiellement que du tourisme. Donc je pense qu'aujourd'hui, aller sur la vallée du Nil est plus sécurisant que lorsque je me rends dans le studio d'Europe 1 à Paris. Vous voyez, par exemple. D'accord. Et je le pense sincèrement et je le pratique. L'Égypte, évidemment, est un pays qui, globalement, est assez sûr, dans lequel il faut éviter, bien sûr, d'aller dans certaines zones, comme le nord du Sinaï ou le désert libyque à la frontière de la Libye. Mais on fait des amalgames généraux qui n'ont pas de sens. Les Allemands viennent de faire atterrir 60 avions pleins de touristes à Hurghada, qui est sur la mer Rouge, côté continent. Alors qu'au côté français, on en voit peu. Alors qu'au côté français, on en envoie un peu, mais très peu. Mais vous, Joseph, quand vous avez essayé de vous renseigner auprès de voyagistes, on vous a dit quoi? Où c'est dangereux ou on vous a dit oui, il n'y a aucun risque? Non, au contraire. Non, c'est avec le Club Med, on m'a dit que c'était pas dangereux. D'accord. Je suis allé aussi dans le Sinaï, j'ai fait l'ouverture de plusieurs villages avec le Club Med. D'accord. À chaque fois, c'est très très bien passé. Mais là, je me posais la question parce qu'en fait, comme c'est en fin d'année, il y a des fêtes où il y avoir une concentration de touristes. Si c'est pas un Monsieur, moment... il n'y aura aucune concentration de touristes. Personne ne va en Égypte, malheureusement, à la fin de l'année, sur la vallée du Nil. Vous serez tranquille, vous aurez le pays pour vous, des Égyptiens fantastiques. Et c'est exactement ce que j'ai fait l'année dernière, en fin d'année, en partant avec mes enfants, parce qu'en général, sur ces dates-là, il y a du monde partout, et en Égypte, il n'y a personne. Mais vous hésitiez vraiment ou vous cherchiez une confirmation à votre désir d'y aller? Quel est votre état d'esprit là quand vous entendez j'hésitais pas vraiment, mais en fait, non, parce qu'en plus on est en attente de confirmation pour les vols, parce que justement on n'a pas les vols malgré qu'on passe par le Club Med, et je me posais la question juste comme ça pour savoir. Donc voilà, la réponse de Jean-François Rial est assez catégorique. Donc oui. n'hésitez pas, et si je peux me joindre à la discussion, je vous souhaite un bon voyage alors. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation à votre équipe. Merci d'être intervenu sur Europe 1, Joseph. Bonjour Émilie. Bonjour. Tout à l'heure avec Jean-François Rial, nous évoquions cette destination qui nous fait rêver, mais qui aujourd'hui est un peu nouvelle parce que l'accord passé avec les Américains la rend possible. Nous parlions de l'Iran. Et vous avez été en Iran récemment. Oui, racontez-nous. Écoutez, je suis allée récemment en Iran parce que au mois de juin. J'y suis allée voir des amis, donc pas du tout dans le cadre du tourisme, des tours opérateurs, etc. Vous avez été où en Iran? À Téhéran, la d'accord. capitale, oui. D'accord. Et en fait, moi, ce qui me gêne beaucoup dans cette histoire du tourisme, de la campagne qui est faite actuellement, c'est que, oui, d'accord, l'Iran, c'est un magnifique pays, c'est des gens merveilleux, une hospitalité incroyable, mais, il y a une chape de plomb, mais il y a un régime extrêmement... Bon, c'est une dictature, tout le monde le sait, et c'est une dictature religieuse, ce qui fait que les femmes sont extrêmement maltraitées. Et le problème avec cette histoire du tourisme en Iran, c'est que, je vous le dirai franchement, bon, déjà dans l'espace aérien iranien, on vous oblige à vous mettre un foulard sur la tête.
À l'arrivée et partout, vous êtes une femme, donc vous avez obligatoirement des droits en moins. Et il y a des bus, il y a de la ségrégation sexuelle, tout simplement. Il y a des bus où vous ne pouvez pas vous asseoir avec les hommes, c'est séparé. Il y a énormément de problèmes, il y a énormément de contrôles, non pas des contrôles de papier qui existent dans tous les pays du monde, mais des contrôles pour votre allure, parce que vous êtes une femme. Et tout ça, c'est dans la rue. On le comprend, Émilie, tout ça, vous l'avez très mal vécu et ça a gâché en quelque sorte le séjour que vous avez fait en Iran. Ça n'a pas gâché mon séjour parce que c'était des gens que je voulais voir et que j'aime beaucoup. Le fait est que il y a une situation très difficile dans ce pays. La population souffre. Et dans ces conditions-là, parce qu'il faut bien se dire que les tours opérateurs sont encadrés, ils vont voir des belles choses. Les gens avec qui qu'ils vont rencontrer ne vont pas pouvoir leur dire ce dont ils souffrent. On ne va pas montrer aux gens que l'on amène là-bas les exécutions. Il y en a beaucoup qui sont publiques, notamment à Téhéran. Et le fait est que lorsque l'on fait une campagne de tourisme, ça veut dire qu'on va légitimer cette situation-là. Et ça veut dire que les Iraniens perdent l'espoir de voir les choses changer. Qu'on le veuille ou pas, ça rachète une image fréquentable à ce régime. On a écouté votre témoignage avec... légitime la situation. On a écouté votre témoignage avec attention, Émilie, avec intérêt aussi, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir été en Iran très récemment, et ce que vous dites de ce pays et de ce que vous avez ressenti est très intéressant. Écoutez la réponse de Jean-François Rial. Vous vous organisez des voyages vers l'Iran, alors quand vous entendez ça? Alors, je comprends ce que dit Émilie, mais j'en partage pas du tout les conséquences. C'est-à-dire que, bon, ce qui est certain dans ce qu'elle a dit, qui est tout à fait juste, c'est que lorsque vous voyagez en Iran et que vous êtes une femme, vous devez respecter un certain nombre de règles qui ne sont pas forcément toujours agréables, mais c'est un choix que vous faites en allant voir ce pays pour pouvoir le découvrir. Au passage, petite anecdote, il y a aussi des règles à respecter pour les hommes. Par exemple, on ne peut pas se promener en short. Bon. Elle parle davantage que des règles, d'une ambiance très lourde, très difficile, très pesante. Là, moi, je dirais que lorsqu'on voyage avec des tours opérateurs, comme l'a dit Émilie, on n'est pas toujours encadré. Lorsqu'on voyage avec nous, par exemple, on voyage totalement en individuel. Donc, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Moi-même, je connais pas mal de gens qui sont allés en Iran, qui ont fait des rencontres extraordinaires avec des Iraniens qui ont beaucoup parlé. Et là où moi, je ne partage pas du tout l'avis d'Émilie, c'est que je crois qu'au contraire, plus on enverra d'occidentaux en Iran, plus le pays aura envie de faire la révolution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Iran, ils n'ont pas cassé l'éducation. Il y a énormément de gens très éduqués, que les pensées des mollahs sont extrêmement minoritaires, y compris chez le haut clergé chiite. Il faut savoir ça. Donc moi, je crois que plus on enverra des touristes en Iran, plus on poussera le régime à se réformer. C'est ce qui s'est passé en Birmanie. C'est ce qui se passe surtout pas en Corée du Nord ou en Arabie Saoudite, où on ne veut surtout pas de touristes. Donc je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il est urgent d'y aller. Vous défendez avec beaucoup d'intérêt et de vigueur votre projet d'envoyer des gens en Iran, Jean-François Rial. On va laisser le dernier mot à Émilie. Oui, merci beaucoup. Bon, je comprends très bien que Jean-François défende son gagne-pain, entre guillemets, et le travail qu'il fait. Si on veut faire du tourisme en Iran, il faut parler de la situation qu'il y a là-bas et dont on ne parle pas actuellement. C'est vrai qu'il y a un niveau extrêmement éduqué en Iran parce que les Iraniens sont extrêmement éduqués, mais c'est vrai qu'il y a un chômage monstre et que les femmes qui sont les plus diplômées ont 87% de chômage. Non, les gens en Iran ne vont pas parler librement avec les touristes qui viennent. Oui, ils sont merveilleux, mais ils ont peur de dire des réalités. Donc moi personnellement, je pense que ne pas faire de tourisme en Iran, c'est aider cette population à s'en sortir et à faire comprendre qu'il faut changer cette situation. Voilà, on était heureux, Émilie, d'avoir pu confronter votre point de vue avec celui de Jean-François Rial. On vous remercie pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. On vous remercie aussi, Jean-François Rial, d'avoir participé à ce dialogue avec les auditeurs que nous reprendrons, bien sûr, dans la prochaine édition d'Europe Midi, l'année prochaine. Et la suite d'Europe Midi avec toute la bande, évidemment. C'est dans 2 petites minutes. Gastronomie, ciné, télé et Mathieu Noël. À tout de suite.